Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors l'émission Les Incorrectibles porte particulièrement bien son nom ce dimanche soir puisque nous recevons un invité qui ne laisse personne indifférent et c'est peu dire. Je crois même d'ailleurs que c'est un des invités les plus sulfureux à lire la prose qui le décrit sur Internet que nous allons donc recevoir dans un instant. Mais j'ai considéré justement que dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, il était difficile de ne pas le recevoir. Il est éditeur, youtubeur, c'est une figure emblématique d'une droite identitaire assumée. Il s'est imposé sur la scène médiatique alternative avec un ton franc, souvent provocateur, je le disais, mais toujours revendiqué. Nous allons donc tout au long de cette émission revenir avec lui sur son parcours, ses idées, ses combats et la vision du monde qu'il défend. Il habite à l'étranger. On pourra d'ailleurs lui demander si ce n'est pas une manière justement de peut-être prendre le maquis, si je devais être un peu provocateur justement. Mais en tout cas, comme je le dis à tout le monde ici, je ne reçois que des invités en présentiel. Donc si vous voulez participer à cette émission, il faut venir dans cette émission, dans ce studio. Donc on est particulièrement malgré tout, et ça va faire réagir, heureux de le recevoir. C'est une émission donc sans filtre que je vous propose comme chaque semaine d'ailleurs dans Les Incorrectibles cette semaine. Daniel Conversano, bonsoir. Mais bonsoir à vous et merci pour cette présentation et cette invitation. Alors j'avais hésité à dire que je recevais le diable aujourd'hui parce que encore une fois, comme avec Dieudonné il y a quelques semaines, quelques mois, évidemment inutile de vous dire que quand j'ai ma toute petite équipe autour de moi émis l'idée de vous recevoir, ça a été encore une fois 50-50. On m'a dit d'entrée, on m'a dit c'est impossible, tu vas te faire striker ta chaîne, puis c'est pas possible de recevoir quelqu'un comme lui. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit non, il est passé chez Frontières, donc ça y est, comme Dieudonné avec Guillaume Play dans Légende, voilà, ils ont ouvert le bal, donc voilà, bon moi je fais amende honorable, je suis courageux au deuxième round, voilà. Mais en revanche, voilà, vous avez conscience quand même de cette image sulfureuse que vous avez, puisque vous n'êtes invité quasiment sur aucun média mainstream. Bon, alors c'est vrai que vous habitez en Roumanie, vous allez me dire pourquoi. Comment est-ce que vous pourriez vous présenter d'ailleurs si je ne l'avais pas fait succinctement? Je pense que vous l'avez très bien fait. Vous avez mentionné Dieudonné. Alors Dieudonné, je l'ai connu, parce que les diablotins se connaissent entre eux. On se souvient, il y avait une altercation avec Soral et Dieudonné qui était sportive. Oui, mais même avant ce débat, en fait, j'ai travaillé avec Dieudonné pendant 2-3 ans au Théâtre de la Main d'Or. C'était au début des années 2010. Et c'est vrai que c'était toute une histoire. On peut dire que c'est un peu le début de ma carrière, parce que je me suis fait connaître en faisant des vidéos sur Internet. En fait, je dictais des textes. Vous êtes très connu, paradoxalement. C'est comme Alain Soral, vous êtes extrêmement connu. Voilà, c'est ça. J'ai commencé par dicter des textes qui n'étaient pas tous politiques. Et puis, peu à peu, la part politique, quand même, l'a emporté. Et c'est comme ça qu'après, je suis monté à Paris. J'ai rencontré un certain nombre de personnalités. Et puis, ma ligne, comme ça, s'est affinée au fil du temps. Bon, vous dites que je suis en Roumanie, c'est très juste, mais je n'étais pas invité avant non plus. Et quand on m'invite, je viens avec plaisir. Vous êtes radicalisé, comme vous êtes le diable. Quand vous entendez ces critiques, vous vous reconnaissez là-dedans ou finalement Je pense qu'il y a deux choses qui font que j'ai cette étiquette. C'est d'abord ma façon de communiquer. Là, par exemple, j'ai une manière de parler avec vous qui est, on va dire, convenable, qui est celle de l'échange. Courtoise. Mais je ne me retiens pas. Je veux dire, je suis capable d'être courtois. Après, en vidéo, que ce soit pour le buzz ou parce que j'ai plaisir à faire ça, je suis un pamphlétaire. C'est vrai qu'on aurait pu ajouter ce truc-là. Je suis un pamphlétaire. C'est-à-dire que quand j'ai un avis, je vais avoir tendance à l'exagérer pour faire un peu de bruit. Et puis parce que je trouve que le pamphlet est un genre littéraire, qui en France d'ailleurs a eu un grand passé et j'espère un avenir. Donc voilà, comprenez, si je prends une position qui n'est pas appréciée par les spectateurs, quand en plus je vais dans le pamphlet, parfois dans l'injure, je dois le reconnaître, et que je me lâche, ça ne plaît pas. Ensuite, l'autre point, c'est que j'intègre à mes analyses une grille de lecture du monde ethno-raciale. Voilà, je ne fais pas comme si ça n'existait pas. Et ça, soit c'est décrié, soit on dit que certains disent c'est n'importe quoi. Et vous n'êtes pas raciste ou vous l'êtes? Difficile de répondre à cette question. D'accord. Donc on va peut-être commencer alors parce que je pensais qu'il y avait une réponse simple. Si, j'ai une réponse simple. Ouais. Mais je pense qu'on peut dire oui. Vous pouvez éviter de me faire striker ma chaîne au bout de 5 minutes. Mais vous m'emmenez sur ce terrain, alors c'est difficile. C'est à la fois difficile de dire non et c'est difficile de dire oui. Non parce que ce serait me trahir, oui parce que c'est dangereux en France de tenir ces positions. Je suis en tout cas un identitaire blanc affirmé. Je pense que
l'essence des humains et des peuples a Attendez, une là, il y a une nuance signification. entre racialiste et raciste. Par exemple, raciste, c'est ouvertement, d'abord, c'est un délit, c'est Oui, condamné par la loi. oui. Et sur un plan, Vous faites bien de pardon, le rappeler. humainement parlant, c'est quand même pas bien de pas vouloir le bien de son prochain, même s'il est différent et qu'on est pas d'accord avec lui, Non, quoi. mais je prise ça en souriant, mais c'est une question importante, donc je vais y répondre avec sérieux. En général, il y a deux façons de définir le racisme. Bon, bah, on Soit rentre dedans tout de suite, Non, hein. non, mais voilà, C'est mais vrai. ne vous inquiétez pas, je prendrai les formes. Mais puis, de toute façon, il y a pas besoin d'être très radical. Il faut simplement affirmer les choses. Soit on considère que donc, le racialisme, c'est l'idée que les groupes ethniques existent, ont leurs propriétés, ont leurs caractéristiques. En général, ce que les gens entendent par racisme, c'est une idée de méchanceté et de haine. Alors, si c'est ça le racisme, je ne pense pas que ça corresponde à ma personnalité. En revanche, si le racisme, c'est considérer qu'il y a des peuples différents et que certains ont plus d'aptitudes que d'autres, je pourrais répondre oui à votre question, parce que c'est ce que je crois. Mais ça n'implique pas forcément une domination, une volonté de conquête. Je pense qu'on y a beaucoup perdu d'ailleurs, hein, en fait, à aller un peu partout où on s'est répandu, et puis finalement, maintenant, on le paye un petit peu, d'une certaine manière. Donc voilà, je crois au principe de hiérarchie, mais je ne pense pas être quelqu'un animé de mauvaises intentions ou haineux. Dieudonné, vous êtes toujours en contact avec lui ou pas? Non, non, pas spécialement. On ne sait pas, mais il n'y a plus de raison, hein, on ne travaille plus ensemble, il n'y a pas vraiment de Quand vous raison. voyez le traitement qu'il subit, quel est le regard que vous avez sur Dieudonné? Ah, Dieudonné, à une époque, je l'ai bien connu, je vous dis, parce qu'on travaillait ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours été pris de liberté. Et ce qui a fait qu'il ait autant de succès à une époque, c'est qu'il allait sur des sujets qui fâchent. Et je dois dire que maintenant, j'ai un regard un peu attendri sur ce passé, ces années que j'ai passées à la Main d'Or, parce que c'était vraiment... alors, il le disait comme ça, mais c'était vrai, c'était un vrai espace de liberté d'expression. On pouvait voir... on traînait à la Main d'Or, on pouvait voir un type qui était un skinhead... partisan, je sais pas, de Serge Ayoub. Et puis en même temps, juste à côté, au bar, on avait un maghrébin qui portait le kéfier pro-palestinien. Enfin, il y avait un peu de tout. Et puis c'est vrai que ce qui a changé, ce qui a fait qu'après il y a eu une séparation idéologique, ça a été un peu le Bataclan. À partir de là, je dirais qu'il y a eu on pourrait dire qu'il y a eu deux dissidences. Il y a une dissidence qui a continué à être sur la ligne Dieudonné, Soral, et une autre qui s'est dit, bon, d'accord, se battre contre les élites, d'accord, mais on ne peut pas le faire avec tout le monde. Et il y a bien plusieurs peuples en France. Il y a un peuple français, il y a un peuple européen et il y a un peuple maghrébin. Et peut-être que les deux ne sont pas faits pour cohabiter. Voilà. Mais vous, en tout cas, à la différence de Dieudonné et même de Soral, vous avez échappé aux poursuites judiciaires, on va dire, virulentes. La raison de votre expatriation, parce que finalement, on va y venir aussi. Oui, alors j'ai eu un procès, hein, pour être tout à fait précis. Un procès pour, toujours pareil, incitation à la haine raciale, mais bon, Vous n'avez pas été condamné à la prison. qui n'a pas eu ce comme, badge. Avec sursis. Voilà, j'ai eu une avec petite condamnation avec sursis en 2017, si je me souviens bien, avec une petite amende, mais c'est pas ça qui m'a fait voilà, vous partir. n'avez pas eu de prison ferme avec. Non, je ne suis pas allé en prison, voilà, pour être clair. Je ne suis pas allé en prison, mais ce qui m'a fait partir, c'est plusieurs choses, hein. D'abord, la découverte des pays de l'Est. J'ai découvert les pays de l'Est au début des années 2010, et je me suis senti immédiatement bien dans ces pays-là. J'ai eu envie d'y Vous retourner. vivez en Roumanie, c'est ça? Actuellement, je suis en Roumanie. Et puis ensuite, en France, bizarrement, ce sont les hasards des rencontres et de la vie. J'ai rencontré ma compagne, qui à l'époque étudiait en France, qui était roumaine. Et donc, après quelques années, on a décidé d'habiter en Roumanie, ce qui est le cas Oui, actuellement. mais alors pardon, justement, on va y venir, ça va être un des sujets de cette émission. Quand vous voyez justement des gens comme vous, comme Alain Soral, qui partent, bon, Alain Soral, il est aussi franco-suisse, hein, si je ne me trompe pas. Oui. On pourrait peut-être dire que vous êtes un petit peu dans une situation de quelqu'un qui a pris le maquis, quoi. Je veux dire, c'est bien beau de tenir des discours très fermes, et puis finalement, est-ce que c'est pas une manière aussi, ça vous arrange d'être en Roumanie, sur ce plan de la liberté d'expression, vous pouvez dire ce que vous voulez? Ça m'arrange d'être en Roumanie, c'est une bonne question. Ça m'arrange d'être en Roumanie pour des questions sécuritaires, mais de sécurité personnelle. Mais Peut-être fiscal aussi? je ne m'attendais pas à ça, tiens. Non, pas vraiment. C'est parce qu'il y a une communication. Vous savez, si par exemple j'étais condamné en France, je serais extradé, hein, depuis la Roumanie. Donc non, c'est pas par rapport à ça. C'est simplement que je tiens des positions qui sont pas très bien vues en France, et je peux me faire reconnaître dans la rue. Donc ça, effectivement, c'est un risque que je prends. Mais honnêtement, c'est pas ça qui m'a fait partir. Je pense que Soral a quitté la France probablement pour des raisons judiciaires. Dans mon cas, je n'ai pas honte de le dire, c'est un confort de vie qui est inestimable. En fait, c'est une vie entre Européens dans un pays qui est sécurisé, où il n'y a pas où les femmes peuvent sortir habillées comme elles le veulent, où en fait tout simplement, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est que j'ai 2 enfants, je suis père de famille,
Et pour moi, c'est important. Ça fait partie des luttes contre la décadence aussi de devenir chef de famille, c'est ce que je crois. Et dès que j'ai eu un enfant, je me suis dit, il faut que tu partes au moins de Paris. Ici, il y a trop d'insécurité. Quand on voit, en fait, quand la mort de la petite Lola, d'une certaine manière, m'a donné raison. Je me suis dit, ça aurait pu arriver à un de mes enfants. Donc, à ce moment-là, je m'en suis pas voulu du tout d'être parti. Maintenant, je comprends l'idée. Il n'y a aucun problème d'avoir ces débats. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Je pense qu'il y a différentes stratégies. Il y a des gens qui... Alain Soral, par exemple, qui est parti en Suisse. Ouais. Voilà, vous auriez fait la même chose? Honnêtement, j'ai beaucoup de choses à reprocher à Soral, mais qu'il soit parti en Suisse ne me dérange pas particulièrement. Non, parce que je dis ça, moi, c'est pas du tout une critique sur Soral, c'est juste de dire, finalement, c'est vrai, c'est incroyable. Ouais. S'il met, je crois, un pied en France, là, il est susceptible d'aller en prison. Oui, Donc, tout à fait. On se dit quand même, par rapport à la liberté d'expression, et notamment par rapport aux propos qui étaient en cause, je veux dire que ce soit Alain Soral ou quelqu'un d'autre, le traitement devrait être le même pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on se dit quand même, est-ce que là, il n'y a quand même pas il a même été condamné en Suisse pour des propos homophobes. Enfin, je trouve ça délirant. Grossophobe. C'est absolument incroyable. Mais pour revenir à ce que vous me disiez sur l'expatriation, je pense qu'on prend toujours le débat d'une façon qui n'est pas la bonne. Parce que les nationalistes que je connais en France et qui ont fait le choix de rester en France, eh bien, ils pratiquent une expatriation intérieure, si vous me permettez l'expression, qui est qu'en général, ils partent des endroits où en fait, il y a de moins en moins de Français de souche. Donc finalement, certains décident de le faire en France, d'autres à l'étranger. Il ne faut quand même pas oublier que quand on va à l'étranger, on perd pas ses droits citoyens. Je peux voter, je peux militer, je peux revenir quand il le faut. J'exclus pas d'ailleurs de revenir si la situation politique change. Mais une fois qu'on a goûté à ce plaisir-là, à ce confort, cette sécurité, cette projection, c'est-à-dire voilà, en vivant en Roumanie, je me dis tiens, je peux me projeter là-bas, je peux penser à ce que seront mes enfants, mes petits-enfants, ce qu'ils feront. Ça change tout. Bon, alors Daniel Coversen, on est là donc pour un long moment ce dimanche soir ensemble. On va évidemment parler de l'actualité parce que est particulièrement riche. Elle l'a été cette semaine, elle l'est encore ce dimanche, puisqu'il y a eu cette manifestation donc Place Vauban avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, on va revenir à cette condamnation qui est quand même absolument surréaliste, enfin, à mes yeux, de Marine Le Pen, avec donc, évidemment, décision exécutoire de cette inéligibilité. Quelle a été votre première réaction à l'annonce donc de cette condamnation de Marine Le Pen, donc à 5 ans d'inéligibilité avec donc exécution provisoire? Je dirais que c'est assez agréable quand dans le milieu de droite, il y a une unanimité sur un sujet, parce que c'est rare. Et là, je crois que le soutien vers Marine Le Pen... Même au-delà des milieux de droite. Oui, même au-delà des milieux de droite. On a vu même Mélenchon, étonnamment, a pris le parti. Il revient un peu sur ce qui est... Parce qu'il a commencé à dire que c'était peut-être un mouvement séditieux là, qui était en train de se créer aujourd'hui, ce qui se passe. Quand il a pris le parti, on va dire, de Marine Le Pen, je me suis demandé s'il n'avait pas des choses à se reprocher. Il est le prochain sur la liste. Ouais, exactement. Non, mais effectivement, je dirais qu'il y a deux questions. Marine Le Pen est-elle coupable de ce dont on l'accuse? C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question. Peut-être bien que oui. En première instance, ils ont dit qu'elle était coupable. Elle a fait appel. Voilà, si elle est coupable en appel, là, ça va être compliqué effectivement de le nier. Mais pourquoi une inéligibilité? Pourquoi 5 ans? Pourquoi maintenant? Évidemment, c'est difficile de ne pas voir là une décision politique. En fait, c'est une question sur laquelle... C'est une décision politique. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. Bon, écoutez, à partir du moment où il y a un mur des cons affiché au syndicat de la magistrature, on sait qu'ils ont des cibles. Ces cibles, d'ailleurs, c'est l'ensemble de la droite. Ce n'est pas seulement la droite ultra, c'est aussi même la droite des Républicains. Ces gens-là ont des idées politiques et ils utilisent leur pouvoir pour en fait les appliquer et pour faire peur. La présidente avait comme modèle Eva Joly. Oui. Moi, ce que je peux vous dire, alors c'est délicat de parler des juges et des magistrats en France. Alors là, on est vraiment sur un terrain très glissant, peut-être même plus que le sujet du racialisme. Mais bon, je vous la fais courte, mais tout au long de mes années d'analyse politique, de rencontres à Paris, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit non, mais ce magistrat, je sais qu'il a fait ça pour faire condamner cette personne. Il a outrepassé, on va dire, la peine qu'il aurait dû mettre. Alors moi, je leur dis, mais pourquoi vous le dites pas? Il faut le crier, ça. Il faut parler de ces injustices. Et ce qui me vient dessus, c'est la peur. Non, parce que si on les attaque frontalement et nommément, ils trouvent toujours quelque chose. En fait, vous êtes le prochain sur la liste, tout simplement. Ils vous font un contrôle fiscal chez vous, ils vous font ci. Sachez que dit comme ça paraît un petit peu complotiste, mais ils ont un pouvoir en réalité. Mais Zemmour l'explique très bien. C'est le pouvoir des juges. Ça part d'une bonne intention, l'idée de séparer les pouvoirs, que l'exécutif n'ait pas tout en main. Le problème, c'est que ça crée des contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, alors un très bon exemple, c'est en Italie.
en Italie. Et quand Salvini était aux manettes, il a empêché un bateau de migrants de débarquer. Et le tribunal italien, il lui a fait un procès derrière et ne le lâche pas. Donc là, on voit que le problème, il ne faut pas seulement accéder au pouvoir exécutif, mais tant que ce pouvoir judiciaire on fait un peu qu'à sa tête, c'est vraiment compliqué. Oui, pardon là de vous interrompre, mais on peut considérer aussi qu'ils appliquent les lois qui ont été votées par les politiques. Encore une fois, je citerai Zemmour. Zemmour a dit le plus grave, c'est d'avoir donné ce pouvoir aux juges. Maintenant, c'est difficile de revenir en arrière, effectivement. Bon, on va voir, hein, peut-être que Marine Le Pen va finalement être éligible, mais c'est un précédent. En tout cas, à l'heure actuelle, si donc elle est condamnée en appel à plus de 2 ans d'inéligibilité, là, ça passe pas. Si c'est moins de 2 ans, elle aura purgé sa peine avant, donc elle pourrait se porter candidate. Et puis, il y a toujours la possibilité de se pourvoir en cassation, ce qui n'est pas suspensif, sauf à demander un sursis à exécution, ce qui est d'ailleurs très rarement accordé. Oui, puis juste avant qu'on passe à autre chose, peut-être, mais... Non, on va continuer. Alors, c'est détournement de fonds européens, moi je veux bien, mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que pour survivre, le Rassemblement national a dû faire des pieds et des mains, parce qu'on lui a refusé des crédits pendant des années. On a reproché, à l'époque c'était le Front National, d'avoir cherché des crédits en Russie. Je veux bien, on peut critiquer la démarche, mais enfin, quand vous... Il devait y avoir la Banque de la démocratie qui devait proposer des prêts, puis finalement, c'est jamais... Voilà. Marine Le Pen a été obligée de s'en défendre lors du deuxième débat en 2022. Elle a dit, oui, mais on ne me prêtait pas en France, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est vrai qu'une partie de ces fonds ont peut-être été utilisés pour des raisons nationales, mais je suis absolument persuadé que le RN n'est pas le seul à faire ce genre de choses. Et malgré tout, la décision de l'inéligibilité, des 4 ans de prison, des 2 ans de bracelet électronique, ça reste quand même... la décision des parce juges, qu'elle est condamnée à 2 ans de prison ferme sous bracelet électronique. Ah oui, c'est pas rien, effectivement. Ouais. Vous comprenez ça, qu'on puisse dans ce pays être condamné pour ce type de délit à 2 ans de prison ferme. On imagine Marine Le Pen sous bracelet électronique pendant 2 ans chez elle. Mais... Écoutez Eric, moi je le comprendrais si la justice était ferme avec tout le monde. Et si on vivait dans un pays autoritaire où quand un délinquant ou un criminel commet un viol, un meurtre, eh bien en fait la peine est celle qu'il mérite. Voilà. Dans ce contexte-là, un pays qui a, je le comprends, c'est une position politique. Il y a des pays effectivement où, ne serait-ce qu'on vole une orange, on fait 3 mois de prison. On les fait vraiment. La main. Voilà, exactement. Ou même à Singapour, ne vous avisez pas ne cherchez pas à voler quoi que ce soit. Vous allez faire la prison dans des conditions difficiles. Mais là, quand on voit qu'il y a des violeurs qui font à peine 3 ans de prison, c'est n'importe quoi. Pour moi, il y a une volonté d'humilier. Et puis aussi, ça on l'a pas trop dit. Ça fait coller une étiquette, ça colle une étiquette sur la tête de Marine Le Pen. C'est une délinquante politique. Vous voyez, ça lui donne l'étiquette délinquante à col blanc. Et ça, ils le font exprès, évidemment, pour dissuader les gens de voter pour le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut encore, selon vous, parler de démocratie quand la justice semble frapper aussi frontalement une figure de l'opposition qui est de surcroît favorite dans les sondages? C'est ce qu'on lit. La démocratie est avant tout une idée et elle est très imparfaitement... Vous êtes démocrate quand même? Bah oui, quand même. Non, parce que parfois, voilà. Racialiste mais démocrate. Faut pas déconner. Non, mais après, c'est toujours en comparaison avec d'autres pays. Évidemment, si on compare avec la Corée du Nord, la France est une démocratie. Maintenant, on a quand même l'impression que les élites, quand elles ont le pouvoir, elles s'y accrochent. Comme en Roumanie d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est un peu le même topo partout. Et tous les politiciens ont le mot démocratie à la bouche. Et puis quand ils peuvent se permettre de rester au pouvoir et de s'accrocher, ils le font. Hein. Ça, c'est les luttes intestines, humaines. C'est l'histoire, en fait. Hein. C'est l'histoire. Mais justement, comme vous êtes un combattant des idées, des mots, comment est-ce que, d'après vous, on peut lutter contre ce type d'événement quand on est à ce point mis au banc par les institutions? Alors, c'est là où c'est le débat d'idées, c'est plus loin. C'est Juan Branco, il appelle limite à la révolution. Évidemment, sur d'autres sujets, mais... Vous êtes dans quel état? C'est là où effectivement on peut se poser la question maintenant qu'on a le pourquoi, comment faire, comment réagir. Pour la guillotine, vous? Pas particulièrement. Mais si vous me posiez la question par exemple. La peine de mort, oui, je suis pour la peine de mort, évidemment. Je suis pour la peine de mort, c'est évidemment. Non, mais évidemment, parce que dans l'échelle des condamnations, c'est des arguments en fait logiques. S'il n'y a pas cette crainte-là, eh bien les criminels peuvent se permettre d'aller en fait se sentent plus libres, tout simplement. Mais bon, ça, après on part sur un autre débat. Mais du coup, je ne me souviens plus la question précédente dans la peine de mort. Non, c'était comment réagir par rapport à ce type de situation. Là, vous avez des gens qui vous regardent. Oui. Finalement, c'est bien gentil de faire des manifs, des pétitions, souvent pour d'ailleurs capter des bases de données très importantes. Mais dans les faits, je veux dire, cette manif aujourd'hui avec les gens
savent que je me suis indigné de cette situation, mais finalement, est-ce que ça fait changer les choses? C'est comme les manifs pendant la Covid. Oui, D'ailleurs, Florent Philippot, mais est-ce que ça faisait changer grand-chose de manifester tous les week-ends c'est aussi, collectivement? c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai quitté la France, que je suis persuadé que le changement ne viendra pas forcément de la rue. Le meilleur exemple, c'est les Gilets jaunes, parce que là, vraiment, on peut se dire qu'il y a je veux dire, les Français sont descendus dans la rue, Ouais, ils ont pris des risques. Mais je suis d'accord sur le résultat. Mais je ne prends pas de haut du tout la motivation populaire qui a fait que les gens sont descendus dans la rue. Mais ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que l'État est faible quand il négocie et quand il discute avec l'Algérie, mais il peut être fort. Donc, moi, je dirais, là, on arrive peut-être à la critique qu'on peut faire du Rassemblement national. Le RN a une stratégie, il n'y en a pas deux. La stratégie du RN, c'est en gros, on fait le moins de bruit possible. Marine Le Pen, dès qu'il y a eu cette condamnation, elle s'est exprimée, elle s'est dit non, on ne va pas faire de vagues, on va faire ça par le droit, etc. Et donc finalement, elle a calmé son public, et je comprends l'idée derrière. L'idée, c'est de ne pas mettre une étiquette sur le Rassemblement national et sur ses partisans, personnes violentes, personnes qui veulent la révolution, etc. Bon, cette stratégie rapproche Marine Le Pen du pouvoir, mais pour l'instant, elle ne l'a pas obtenue. Donc, on ne peut pas savoir si finalement, elle a la bonne stratégie. Moi, ce que je dirais plutôt, s'il fallait que je m'adresse aux gens aujourd'hui, je dirais que ce qui n'est plus acceptable, Eric, c'est qu'on a, je crois, 13 millions d'électeurs pour le Rassemblement national. Je reviens quand même très souvent en France. L'an dernier, en 2024, j'y ai passé beaucoup de temps pour des raisons personnelles et de santé, notamment. Où sont ces gens? Voilà, où sont ces 13 millions d'électeurs du Rassemblement national? Voilà. Souvent, quand on dit qu'il faut chercher une solution alternative, le politicien, ça ne marche pas. On pense à descendre dans la rue, on pense aux manifestations. Tout ça est très bien. Tout ça, effectivement, est à faire. C'est un droit démocratique dont on doit user. Mais maintenant, les politiques ont aussi besoin de nous. Voilà, les idéologues, les politiques ont besoin de nous. Il faut montrer ce soutien. Il faut montrer qu'on veut que les choses changent. Et pour ça, moi, j'appelle vraiment les gens à ne plus cacher leurs idées dans le cadre du travail, dans le cadre de leur vie, sociale. Au risque peut-être de les perdre, ces emplois. Écoutez, effectivement, il y a des domaines où il peut être dangereux de tenir des positions de droite. Je pense par exemple les domaines artistiques. Voilà, vous êtes intermittent du spectacle, ça peut être difficile. Voilà. Mais il y a plein de domaines où je pense qu'il y a une autocensure. C'est pas simple non plus. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et on m'oppose toujours cet argument. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'emplois où on peut se permettre, hors des heures de travail, de ne pas cacher tout simplement ce qu'on pense. Voilà, je pense vraiment que... Surtout que la majorité est silencieuse. D'une manière ou d'une autre. Ces 13 millions d'électeurs sont trop invisibles. Et encore, on pourrait ajouter ceux d'Éric Zemmour, ceux de... Regardez, Éric Zemmour, il a été condamné encore récemment. Il a parlé justement... Je crois que c'était suite au drame de Crépol. Il a dit il y a deux France qui s'opposent, la France de Thomas et la France de Chaïd. Et il a été condamné pour, je crois, injure raciale. Mais personne n'a dit que c'était facile. Voilà. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que... Vous lui trouvez du courage à Éric Zemmour? Beaucoup. Sur le courage de la vérité, c'est un de ses slogans. Moi, je suis un de ses soutiens. On peut lui reprocher pas mal de choses, mais pas en tout cas de faire de la... En fait, c'est un politique qui ne fait pas de la politique. Et quelque part, il le paie électoralement pour l'instant. Oui, mais est-ce que du coup, il y a de la place pour quelqu'un comme lui? Est-ce qu'il n'aurait pas dû rester éditorialiste, pamphlétaire comme vous dites? Là, on part sur autre chose, c'est-à-dire, est-ce qu'il a les épaules, est-ce qu'il a le charisme d'un politique? C'est des choses qui se discutent, effectivement. Moi-même, parfois, j'en suis pas toujours convaincu. Mais ce qui est certain, c'est que je pense vraiment que l'arrivée de Zemmour, même si ça lui a... Évidemment, son objectif, c'était d'arriver au pouvoir, au moins au deuxième tour, mais quelque part, ça a droitisé le monde politique. Ça a recentré aussi le Rassemblement national, ça l'a rendu plus comestible, on va dire, pour pas mal de gens. Donc je pense qu'il y a une vraie utilité à l'existence. C'est le rôle de Jean-Marie Le Pen. Absolument. Absolument, le 10 heures de vérité. Mais je crois que là, on a enterré... Le diable de la République, c'est lui aujourd'hui. Oui. oui, tout à fait. Aux législatives, bon, évidemment, il y a un score décevant parce que l'électorat de droite, c'est coagulé autour du Rassemblement national. Mais je pense qu'il y a toujours un espace politique pour reconquête parce que, alors là, c'est ma prédiction, la droitisation de la société ne va faire que continuer. Ça, j'en suis sûr. Là, si Marine Le Pen, d'ailleurs, devait être déclarée inéligible, vous pensez que ça pourrait profiter à qui? Alors là, Jordan Bardella, bien sûr, premier chef. Pour moi, évidemment, Bardella sera le candidat si ce n'est pas Marine Le Pen. Mais les sondages actuels, alors 2 ans avant, qu'est-ce que ça vaut un sondage? C'est difficile à dire. 35% pour Bardella en 4 premiers tours face à Edouard Philippe. C'est quand même pas mal. Et 50-50 en gros au deuxième, au moment où on parle. Oui, mais donc pas Éric Zemmour. Oui, mais il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans. Je ne dis pas qu'Éric Zemmour sera au deuxième tour en 2027, mais il peut faire un score supérieur.
à ce qui a été son score de 2022 ou même des dernières législatives. Je vous dis, pour moi, il y a un espace, je me répète, mais il y a un espace politique parce que la société, ça ne va faire qu'empirer. Cette situation, cette crainte du vivre ensemble par les Français, forcément, va amener des gens vers la droite, ça, j'en suis convaincu. C'est un processus qui se fait déjà depuis 10 ans et qui va se poursuivre, j'en suis persuadé. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau chapitre de ce que certains décrivent justement comme une judiciarisation du combat politique contre justement les droites dites radicales, comme celles que vous défendez? En un mot, oui. Parfois, il y a juste rien d'autre à dire. Voilà, il y a une idéologie. Alors, ce que je ne m'explique pas trop, c'est que dans énormément de pays européens, la justice, les magistrats et les syndicats de magistrature ont vraiment une tendance à être à gauche et à ne même pas le cacher. Hein. C'est pas, ce que je dis là, c'est pas je crois que, c'est en fait, ils ne s'en cachent pas. Donc, c'est un vrai problème qu'on a, pas seulement en France, mais qu'on rencontre en Italie, en Roumanie et dans des tas d'autres pays. La justice, Emmanuel Macron a dit qu'elle était indépendante aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, d'une certaine manière, oui, mais elle l'est trop. En fait, elle l'est trop parce que... vous voulez dire vous dans l'autre sens? Bah oui, on ne peut pas remettre en cause les décisions des juges, ce sont un peu des dieux en quelque sorte. Ils ont raison parce qu'ils ont raison, hein, ça, c'est une logique qui est toute spécifique. Oui, pas dans le sens qu'il croit, mais on peut le dire. Il se joue où le combat selon vous, Daniel Conversano? Dans les urnes encore ou finalement uniquement sur le terrain des idées? Alors, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui pensent que la démocratie est une farce, que voter ne sert à rien, etc. Je dirais, si les votes blancs étaient pris en compte, pourquoi pas, ça pourrait être une stratégie. Personnellement, je vote toujours pour les partis que je considère être les plus à droite. Mais ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Je pense que les gens ont tendance à se surinformer et ne rien faire de ces informations. Voilà, se réunir en communauté, faire des enfants, les élever avec de bonnes valeurs. Voilà, on parle souvent et c'est vrai, hein, de la décadence morale, dont on voit les conséquences à l'école. Tout cela existe, mais on n'est pas impuissant face à ça. On est des hommes, la politique ne fait pas tout, on peut aussi intervenir, on peut aussi transmettre des idées. Et je crois vraiment que c'est puissant. Hein, faire des enfants, leur transmettre des idées, leur transmettre des valeurs, c'est s'assurer que demain, la France qu'on aime existera encore, ça j'en suis persuadé. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux, il y en a quand même malgré tout pas mal aussi, qui disent, y compris au sein de son camp, en tout cas du camp de la droite dite nationale, qu'elle a eu ce qu'elle mérite, Marine Le Pen? Oui, je trouve ça un petit peu... Elle est critiquable, et je l'ai déjà critiquée dans le passé. Il me semble d'ailleurs que quand on a commencé à communiquer, c'était suite à un pamphlet que j'avais écrit contre le Rassemblement national, personnellement, je critique parce que... Je me rappelle que vous militiez donc en 2014-2015, vous militiez pour le Front National. Oui. Donc, justement, c'est important. Oui. Depuis, je suis plutôt un soutien de Zemmour, je ne le cache pas. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on se rend compte toujours d'une forme d'incompétence sur l'Assemblée nationale quand les échéances s'approchent. Tout à coup, on a des candidats à la députation qui sont interrogés, qui ne sont pas capables de répondre à des questions simples. Vous allez me dire, on peut trouver ça dans d'autres partis, mais je veux dire, Marine Le Pen n'est pas assez... est une femme intelligente. Elle ne peut pas ne pas se préparer à ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'emporter, il faut vraiment être irréprochable. Et cette espèce d'amateurisme qu'on sent encore un peu dans le Rassemblement national, ça ne m'empêche pas de voter pour le RN dans les seconds tours, mais ça empêche de convaincre peut-être... C'est plus un vote d'adhésion pour vous? Oui, voilà. C'est à défaut de pire ailleurs? C'est toujours le moins pire. Hein. On vote toujours pour le moins pire, on a de l'espoir. C'est ça le vote démocratique. Hein. Et puis, on se dit toujours, les autres, ils votent, vous savez. Hein, ce qu'on appelle les boomers. Bon, le vote Macron, ils votent pour Macron. Les étudiants votent à gauche. De plus en plus, les jeunes générations de Maghrébins votent pour LFI parce que pour eux, c'est le parti des musulmans. Oui. Voilà. Ça change. Il y a beaucoup de Maghrébins qui votent pour le Rassemblement national aujourd'hui. Beaucoup. Comment on pourrait le déterminer? Il faudrait voir. J'en suis pas convaincu. Maintenant, non, mais vous voulez dire parce que sur LFI, c'est par rapport à Israël, Gaza. Entre autres, ouais. Entre autres. Et le fait affirmé de LFI là-dessus. Alors, effectivement, il y a cette raison. Non, je crois qu'il y a pas mal de Maghrébins, d'immigrés de deuxième génération qui, en tout cas, n'ont plus une aversion terrible en l'égard du Rassemblement national. Il faut voir si ça se traduit par des votes derrière. J'aimerais le croire. Je pense en tout cas que les positions actuelles du Rassemblement national ne sont pas islamophobes, loin de là, on peut pas le dire. Maintenant, le vote pour LFI, il est aussi lié à des choses toutes bêtes. Hein. C'est parfaitement humain, mais vous êtes un immigré. Vous souhaitez, par exemple, que d'autres membres de votre famille viennent habiter en France. Vous allez voter pour un parti qui est migrationniste. Hein. Donc, vous allez voter pour Macron face à Marine Le Pen, ou ce qui suivra, Édouard Philippe, peut-être, je ne sais pas, Gabriel Attal, ou sinon vous votez LFI. Mais, je veux dire, il faut
il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. C'est ce que je dis souvent à mon public. Soit on n'y croit plus, à ce moment-là, pourquoi on fait des vidéos politiques? Je veux dire, il y a tellement de choses à faire dans la vie. On peut écouter de la musique, on peut aller au cinéma, on peut voyager. À partir du moment où on se dit on y croit encore, il faut se battre sur tous les terrains. Le terrain politique, le terrain métapolitique, la culture de droite, le communautarisme, le natalisme, etc. Mais Daniel Conversano, quand même, moi je vous ai écouté, et puis je me suis un peu renseigné quand même avant cette émission. Oui. J'ai pas l'impression quand même que aujourd'hui vous tenez tout à fait le même discours qu'avant. Est-ce que vous l'avez pas un peu édulcoré? Je veux dire, à une époque, vous étiez ouvertement très très critique, beaucoup plus sur cet échiquier de la droite. Vous me dites maintenant Zemmour, donc c'est Éric Zemmour qui aujourd'hui Je dis pas représente vos idées, ou il est encore trop soft d'après vous? Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais je le nie pas. Avant, j'avais, je sais pas, il y a 10 ans, j'avais 25, 27 ans, j'étais un chien fou. Voilà, je faisais des vidéos un peu crachat, où je crachais un peu sur Ah oui. tout et n'importe quoi. Il y en a une avec, justement, celle que j'ai vue du débat avec Soral et Dieudonné, c'était quand même... Oui. En même temps, bon, Ah ben, je ne cautionne pas du tout la violence, mais... Mais ça, je le maintiens. Je maintiens que le fait que le RN ait de plus en plus de voix est lié au ras-le-bol des Français face à l'immigration, en particulier face à l'immigration arabo-musulmane, mais le phénomène migratoire en général. Voilà, je ne pense pas du tout que ça soit lié à des raisons... les raisons sociales, pour moi, sont... Ouais, c'est ça. Vous disiez que les Français en avaient, selon vous, ras-le-bol, c'est ça, pour pas dire. Oui, j'ai même dit un peu plus, mais on ne le dira pas ce soir. Mais oui, c'est parce que tout simplement, je vis autour des Français, je sais ce que je pense, je sais ce que les gens pensent autour de moi, et je vais le dire un peu franco. Pourquoi les gens ne le formulent pas, c'est qu'ils ont peur. Voilà, ils n'ont pas seulement peur du pouvoir, des conséquences judiciaires, ils ont peur des immigrés. Voilà, ils ont peur frontalement de dire il y en a trop, tout simplement. Voilà, et ça, c'est un discours finalement qui est... Vous savez, c'est pas évident de tenir cette position parce que quand vous, à droite, vous tenez cette position-là... Mais vous pardon, êtes vu que... là encore une fois, Non, mais c'est des propos qui n'engagent que vous, parce que pareil, quand j'ai vu la condamnation là, d'Éric Zemmour, je me dis, est-ce que le fait de dire ça aujourd'hui, finalement, est-ce que ça peut pas entraîner des décisions judiciaires? Vous voyez, j'en doute pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très très violent ce que vous dites, donc c'est... C'est vous qui non, mais le on dites, peut violent. considérer que ça peut être une incitation à la haine Non, je vois pas. aussi. Non, c'est un refus, en fait, un refus. Je crois pas vraiment que si les Français étaient haineux, je crois que ça se saurait. La France est un des pays... Vous ne considérez pas haineux, vous? Déjà, je me considère pas comme haineux. Non, mais vous paraissez je vous le dis, je vous le dis. Mais après, on a le droit de pas me croire. Mais ce que je peux vous dire, ça avec certitude, c'est que les Français ne sont pas des gens haineux. Et je dirais, les Français sont... C'est ça le paradoxe. C'est quelque chose que je répète souvent dans mes émissions, dans les bouquins que j'écris ou que j'édite. C'est que c'est précisément parce que les Français ne sont pas racistes qu'il leur arrive ce qui leur arrive. C'est-à-dire, on les taxe, on leur dit les Français sont racistes, etc., etc. Alors que dans les faits, la France est une terre d'accueil. Les Français sont gentils, généreux dans leur manière d'accueillir. Et il a fallu vraiment des décennies avant que le ras-le-bol explose de cette manière. Explose, c'est un terme encore un peu trop spectaculaire pour ce qui se passe, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais pour moi, la montée de la droite nationale politique, elle est vraiment liée à ce ras-le-bol. Et c'est tout simplement une question de nombre. Je veux dire, vous savez, ce discours est parfaitement banal dans des tas de pays dans le monde, que ce soit en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique. Je veux dire, si au Japon, tout à coup, il y avait je sais pas, 20 millions même de Vietnamiens, je dis ça parce qu'ils ne sont pas très loin, il y aurait une montée du nationalisme, je dirais, parfaitement normale, parce que globalement, les gens aiment vivre et continuent à vivre comme ils ont toujours vécu. Est-ce que c'est du racisme? Si on veut que ça soit du racisme, alors on dit que c'est du racisme. Mais le fait est que humainement, c'est tout à fait compréhensible et normal. On revient bien sûr à cette actualité de Marine Le Pen parce que c'est quand même, oui, bien sûr, c'est important. Avoir des incidences énormes dans les années qui viennent. Bon, il y en a en tout cas quand même pas besoin de la poignarder. Et on dit souvent que dans les couples politiques, on se souvient de Chirac, Balladur, de Sarkozy aussi avec Chirac. Il y en a, il n'a rien besoin de faire. Si elle est inéligible, c'est Jordan Bardella qui va récupérer le bébé. Quel regard vous avez sur Jordan Bardella? Vous étiez donc un fan aussi de Jean-Marie Le Pen, c'est ça, on peut le dire, ou c'était encore trop soft? Non, fan, le mot ne me dérange pas, mais je pense que ça ne correspond pas à ce que je ressentais. Je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai même fait un entretien avec lui. Jean-Marie Le Pen est à la base de mon engagement politique. C'est-à-dire, c'est en voyant Jean-Marie Le Pen s'exprimer à la télé que j'ai acquis mes convictions. Et que je me suis dit, quel homme, quel courage, je veux faire quelque chose de similaire. Il avait raison avant tout le monde sur bien des sujets. Bien sûr, évidemment, sur pratiquement tous les sujets en réalité. Finalement, en général, qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce que les gens de droite reprochent à Jean-Marie Le Pen? C'est plus souvent son comportement en réalité que ses idées.
parce qu'il faisait partie de ces visionnaires. Hein, voilà, dans le monde idéologique, on a eu Jean Raspail, dans le monde politique, il y a eu Jean-Marie Le Pen. Donc évidemment, c'est regrettable que les Français ne l'aient pas compris plus tôt. Et moi, alors c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce genre de choses qui se révèlent, mais moi, je suis dans une famille où mes parents votaient Front National. Et c'est vrai que et depuis longtemps. Voilà, et mon père est mort sans avoir vu cette victoire du Front National. Et ça m'émeut toujours de me dire qu'il y a des Français qui attendent. On parlait de laquelle? Non, je veux dire, Parce qu'il n'y en a toujours pas. il y en a toujours pas, il y en a toujours pas, il y en a toujours pas, justement. Mais Et il n'y en aura peut-être jamais. Hein. c'est possible, effectivement, c'est une possibilité historique. Mais certaines personnes attendent depuis si longtemps. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour ces militants qui vraiment y croient encore, se battent. Bon, force est de constater que Marine Le Pen s'en rapproche plus à chaque élection. Ce sera peut-être... je ne crois pas que ça change quelque chose. Je ne crois pas que le RN ait moins de chance si c'est Jordan Bardella qui se présente. Il pourrait se passer un phénomène similaire, vous savez, à ce qui s'est passé en Roumanie. J'allais y venir, bien sûr. À partir du moment où on a dit aux gens ne votez pas pour ce candidat, boum, ça a explosé. Il était prêt quasiment à l'élire au premier tour. Et on pourrait avoir un phénomène similaire si en appel, la décision est confirmée. Mais si la décision est confirmée en appel, pour vous, Jordan Bardella, Marine Le Pen, c'est la même chose? C'est un peu difficile à dire parce qu'on n'est pas dans la tête des politiques, mais au niveau des positions politiques, déjà, c'est pas un Le Pen. Oui, Bardella, déjà, ça c'est n'aura pas échappé à personne. Il n'a pas le nom Le Pen. Est-ce que ça peut effectivement peut-être être un avantage, un désavantage? Non, moi je dirais que c'est plutôt générationnel, c'est-à-dire en fait l'électorat qu'il touche n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui s'identifient à la vie de Bardella, jeune français, blanc, qui a vécu en banlieue. Alors très honnêtement, je ne sais pas à quel point c'est du récit, à quel point c'est vrai, peu importe, mais je pense qu'il y a de la réalité là-dedans. C'est vrai qu'il a des origines italiennes, ouais. Ben, bien sûr. Et pas qu'italiennes. Ah oui, un quart, je crois, d'après ce que... d'Afrique du Nord. Mais il ne le cache pas d'ailleurs, il le cache pas. Non, mais écoutez, finalement, ça peut être un... Non, mais par rapport à votre logiciel. Ah, vous pensiez à ça? Bah oui. Écoutez, on n'en est plus là en France. Hein. Aujourd'hui, si on a un politique qui est un quart nord-africain et qui défend les positions que défend aujourd'hui Jordan Bardella, franchement, je crois qu'on n'en est pas à se dire. Oui, moi, j'ai pas du tout de mentalité abstentionniste. Ce que je n'aime pas dans l'abstentionnisme, c'est l'idée qu'une chose ne vous plaît pas et vous disqualifiez complètement. Non, mais pourquoi je vous demande ça? Parce que, et c'est pour ça que je vous titille encore du bout des lèvres sur la réputation que vous avez. Si demain, quelqu'un défendait à 100% vos idées et était justement d'Afrique du Nord ou d'origine extérieure à cette France que vous décrivez comme française de souche... ça existe, c'est Éric Zemmour. Voilà. Cet homme, c'est Éric Zemmour, donc j'ai déjà fait ce choix-là. C'est un Nord-Africain, sa famille venait du Maghreb. Voilà. Maintenant, son amour de la France, pour moi, est parfaitement sincère. Vous avez affaire à un électeur de Zemmour. Mais ce qui compte, c'est la direction générale. Voilà. Vous savez, c'est très simple. Moi, je suis pour le parti politique qui veut au maximum réduire l'immigration et qui veut s'en donner les moyens. Et je sais que la team Zemmour-Knafo le veut plus fort, avec moins de renoncements actuellement que le Rassemblement national. Bardella, Le Pen. J'en suis absolument persuadé. Maintenant, vous savez, il peut se passer plein de choses en politique. Dans 2 ans, les dynamiques peuvent changer. Marion Maréchal, on ne sait pas si elle va créer si elle aura sa candidature indépendante. Non, mais c'est intéressant. Sur l'immigration, précisément, vous considérez que la position du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella est bien plus soft que celle d'Éric Zemmour. Je ne crois pas que ce soit un avis. Je pense que c'est la réalité. Maintenant, certains me diraient, des électeurs ou des soutiens du RN diraient, mais oui, mais on veut le pouvoir, donc on est bien obligé d'arrondir les angles. Oui. Faire des concessions. Oui, tout à fait. Mais c'est bien qu'un parti comme Reconquête existe. Je dirais, ne serait-ce comme un témoignage historique. Même si Reconquête n'a jamais le pouvoir, il fallait que ce parti existe. Il fallait pousser le RN, rappeler au RN que, en fait, c'est vrai, ce à quoi il a renoncé quand même. Et par sa seule existence, Reconquête le permet. Le rôle des médias, justement, y compris par rapport à Éric Zemmour, comment vous voyez aujourd'hui justement ce rôle-là, puisque notamment par rapport à la ligne dure ou plus identitaire au sein du RN, c'est compliqué d'exprimer ses opinions. C'était peut-être Bruno Gollnisch, c'était peut-être d'autres personnes comme lui. Est-ce que vous pensez encore un espace pour exprimer le type d'idées que vous défendez? Le type d'idée que je défends moi, je pense que c'est assez novateur. Enfin, novateur. Exactement, c'est... Dans les médias mainstream, on ne vous donnerait jamais la parole. En tout cas, pas sur ce sujet, tout à fait. Pour développer ces thèses. En même temps, les choses ont un peu changé depuis ces dernières années. On a quand même CNews, on a Europe 1, on avait C8. Voilà, donc on avait des médias qui se permettaient
d'inviter des figures un petit peu plus contestées. Donc, vous savez, c'est pas parce que ce n'est pas possible maintenant que ça ne le sera pas dans 5-10 ans. Et pourquoi moi je suis confiant, je le suis vraiment, c'est pas une façon de parler, c'est que tout simplement des personnes qui me trouvaient trop radical il y a 10 ans, aujourd'hui me disent c'est toi qui as raison sur tel ou tel point, on ne peut pas dire le contraire, il y a clairement un problème de fond, Comme il n'est pas seulement culturel. Oui, il y a un peu de ça, alors même que je n'ai pas l'impression de me radicaliser. Au contraire, tout à l'heure vous m'aviez posé une question sur le fait que je n'étais plus on va dire le jeune fou d'autrefois. Bah déjà, je suis moins jeune, hein. J'ai presque 40 ans, l'an prochain j'aurai 40 ans, mais aussi j'ai 2 enfants. Voilà. Et quand on a des enfants, on voit les choses d'une autre manière. Tout à coup, l'idée, par exemple, de la guerre civile, quand on a des enfants, c'est plus quelque chose qui est enviable. Vous l'appelez plus. Bah, Contrairement à Juan Branco, je disais qu'il imite l'appel de ses voeux. oui. Vous n'êtes pas pour la guerre civile. Ça va au-delà de ça, c'est que je pense que anthropologiquement, les hommes ont changé et cette guerre, ils ne seraient pas prêts à l'assumer aujourd'hui en France. Je pense qu'elle ne pourrait même pas s'enflammer. Elle pourrait même pas Surtout, commencer. vous auriez peur pour vos enfants, ce que vous dites. C'est une vision. En fait, c'est simplement, c'est plus la même responsabilité. Quand on a des enfants, on se dit, et puis surtout quand on n'habite pas en France, il y a aussi ça. Ça, vous m'avez posé la question de l'expatriation. À partir du moment, donc ça date de 2019, où j'ai décidé de m'expatrier, je ne pouvais pas tenir des propos tels que descendre dans la rue si je n'y descendais pas moi-même. Ça, c'était évident. Voilà. Mais c'est surtout que, vous savez, ma prise de conscience, ça a été les gilets jaunes. J'ai compris qu'en fait, les choses ne changeaient pas comme autrefois. Aujourd'hui, changer le destin d'un pays dans la rue, c'est vraiment très compliqué. Le pouvoir, et puis en plus, avec l'arrivée des IA, on pourrait se demander quel rapport, mais le rapport, c'est les moyens de contrôle de l'État vont être extrêmement importants. Alors tout ça pour dire quoi ? Il ne s'agit pas de conclure, ah bah du coup c'est foutu. Non, c'est que je pense vraiment qu'il faut que les électeurs, les gens changent d'avis. Et là, on a une influence là-dessus, c'est-à-dire faire évoluer les consciences. C'est pour ça qu'il faut toujours militer. Ça, j'en suis parfaitement convaincu. C'est différent en Roumanie ? À plein de niveaux, c'est pas les mêmes. Disons que les Roumains n'ont pas les mêmes problèmes. La population, elle est vraiment. Est-ce que vous voyez dans la rue, c'est très différent de la France ? Je vais répondre. Je ne sais pas exactement sur quoi vous m'interrogez parce que des tas de choses sont différentes. Mais en premier lieu, le fait qu'il y a... Parce que, je veux dire, ça vous arrange d'avoir... vous êtes parti en Roumanie parce que vous me disiez que votre compagne était aussi d'origine roumaine. Voilà. Donc, je veux dire, non, mais si on va sur ce terrain... Mais ce n'est pas pour d'autres raisons que vous êtes parti en Roumanie ? Bien sûr. La première fois que je suis en Europe de l'Est, vous savez, on va mettre les pieds dans le plat. D'immigration. Absolument, voilà. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mes parents avaient peu voyagé dans leur vie, donc qu'est-ce que c'était pour moi être en Hongrie? Vous êtes un vrai Français de souche, c'est-à-dire de... Non, mon père est d'origine italienne. Donc... Il est né en France, mais il est d'origine italienne. Voilà. Mais bon, la France et l'Italie sont deux pays qui se ressemblent assez culturellement. Et moi, le choc, ça a été, je me souviens bien, c'est 2013, mais ça n'a pas tellement d'importance. En 2013, je suis allé en Ukraine, et sur le passage, je suis resté quelques temps en Pologne. Et au bout de 2 jours, en fait, je ressentais une euphorie sur laquelle je n'arrivais pas à mettre des mots. Et puis l'ami avec qui j'ai voyagé m'a dit mais Daniel, c'est simple en fait, il n'y a que des Européens. Voilà, c'est ça la différence principale. Voilà. Alors après il y en a d'autres. Ça veut dire qu'il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. Il y a que des blancs. Si vous me permettez d'utiliser le mot, je l'utilise avec plaisir. Et en Roumanie, c'est un peu la même chose. Voilà, donc depuis quelques années, comme la Roumanie va un peu mieux économiquement, elle est devenue plus attractive, il y a plus d'immigration, mais enfin ça reste incomparable avec la France. Et ça, c'est vraiment l'argument numéro 1, puisque ça crée tout le reste en fait, tout part de là. Quand vous évoluez dans un univers où vous vous sentez entouré de gens qui vous ressemblent, et ils vous ressemblent réellement, eh bien vous vous sentez en sécurité, vous sentez vos enfants en sécurité, en fait vous ne voyez plus la vie de la même façon. Et ce choc, finalement, j'en suis jamais revenu finalement. C'est pour ça que j'ai décidé de m'installer là-bas, avec quand même le soutien de ma compagne, parce que ça pourrait être intéressant, ça pourrait intéresser nos spectateurs. Ma compagne était roumaine et au début elle a fait la démarche de venir en France pour étudier. Donc elle a appris le français, elle a passé ses concours en France et elle aurait pu tout à fait, ma femme est interne en médecine, elle aurait pu tout à fait faire médecine en France. Et au début, donc, elle ne souhaitait pas revenir en Roumanie parce que vous savez, c'est un peu l'idée de l'échec. Je suis allé quelque part pour m'installer, je reviens dans mon pays, un pays qui est plus pauvre que la France. Ça peut être, on rend à son pays d'origine le mérite qui nous a permis d'avoir ailleurs. Mais non, c'est en train de devenir la mode puisqu'il y a un problème un peu démographique en Roumanie. Donc les gouvernements roumains appellent les Roumains à revenir au pays. Mais quand il y a 10 ans, ce n'était pas le cas, c'était vu un peu comme un échec. C'est-à-dire que les talents se barraient. Voilà. On ne voulait pas. Tout à fait. Pour des raisons économiques. Or maintenant, les salaires, notamment dans des villes comme Bucarest, qui est la capitale, sont équivalents à ce qu'on peut voir dans certaines régions de l'Espagne ou de l'Italie. Donc les Roumains qui étaient en Espagne et en Italie, le gouvernement leur dit revenez, il y a du boulot pour vous. Mais pour vous donner un exemple très précis, c'est quelque chose qui m'a marqué.
Finalement, ma compagne a fini. Moi, je disais, essayons au moins de vivre en Roumanie pour voir comment on se sent. On peut toujours après revenir en France. Et elle a fini par être d'accord avec moi parce que, en fait, ce sont ses collègues de boulot au travail qui lui ont fait prendre conscience du problème. Enfin, on va le dire comme ça, ses collègues étaient des gauchistes, voilà, donc très anti-extrême droite, très anti-Rassemblement national et très pro-métissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose ça l'a choqué énormément. Ses collègues de travail, toutes des femmes, disaient entre elles qu'elles voulaient absolument un enfant métis. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est mal tombée sur une promo en particulier, mais ça l'a énormément marqué. Elle s'est dit, ah oui, c'est pas du tout les mêmes mentalités qu'en Roumanie. Je vois ce dont tu parles en me parlant à moi. Et c'est vrai qu'en Roumanie, c'est pas seulement le paysage humain, si vous me permettez l'expression, qui est différent, c'est aussi les mentalités. Ça n'a rien à voir. Pour recadrer un peu sur la question politique, vous savez que Georgescu était très populaire, et il y a un autre candidat nationaliste qui, lui, va pouvoir se présenter, qui est George Simion, qui a fait un score un peu plus bas que celui de Georgescu. Et depuis la France, on se demande pourquoi Georgescu est plus populaire que Simion, alors que c'est deux nationalistes qui ont des idées assez similaires. Une des raisons est la suivante, et je crois vraiment que là, vous avez l'exclu de cette raison-là. Simion, tout simplement, est tzigane. Voilà, et les Roumains préfèrent un blanc. Voilà, donc Georgescu est un Roumain blanc ethnique, et donc ils se reconnaissent davantage en Georgescu. Et ça, c'est un argument quand on interroge les Roumains. Ils nous disent, non, mais j'ai confiance en Simion, j'aime bien ses idées. Il y a des idées conservatrices, de droite, etc. Mais c'est le président du parti AUR dont je parle. Hein. Mais il est tzigane. Il a une apparence d'ailleurs de tzigane. Vous voyez, en Roumanie, c'est un sujet. Voilà, parler du groupe ethnique de telle ou telle personne en Roumanie, c'est même pas, c'est pas provocateur. Je suis pas vu comme le diable en Roumanie. Hein. Je suis vu comme un centriste. Hein. Oui, donc je vois que ça vous fait rigoler. Une petite question en Roumanie. Pourquoi ils sont autant anti-Union européenne? Alors, bien sûr, ça ne correspond pas à toute la population. Hein. Il y a une moitié de la population des citoyens roumains qui veulent rester dans l'Union européenne, même s'ils peuvent la critiquer. Mais enfin, il y a quelque chose qui revient souvent. Ce sont les positions on va dire, des commissaires de Bruxelles et des européistes en général sur le mariage homosexuel. Voilà, c'est la Roumanie. Gay. Voilà, le mariage gay, qui n'existe pas en Roumanie pour l'instant. Je peux vous assurer que dans ce pays, si vous entendez un jour que la loi est passée, elle sera passée de force. Hein. Parce que le peuple y est fortement opposé, y compris. Alors, quand on vit en Roumanie quelque temps, on se rend compte que à peu près toutes les couches de la population sont contre le mariage homosexuel. Même vous rencontrez une femme qui est étudiante en sociologie, vous voyez, typiquement le profil en France serait une militante même LGBT. Vous l'interrogez sur le mariage homo, elle n'est pas pour. Voilà. Et donc les candidats. Et pour quelle raison, à titre c'est culturel en fait. C'est un pays conservateur. Voilà, c'est un pays conservateur au même titre que la Bulgarie. Voilà, que la Russie, que l'Ukraine, etc. Voilà, c'est une zone du monde qui est vraiment conservatrice. C'est-à-dire, pour bien apporter la nuance, ils ne sont pas foncièrement homophobes, mais ils sont contre le mariage homosexuel. Ça Écoutez, franchement, si vous voulez la vérité, pour moi, ils sont homophobes. Hein. Ils sont homophobes. C'est un pays où il est encore mal vu d'être homosexuel. Ça fait 5 ans que j'y suis. Je n'ai jamais vu, par exemple, 2 hommes se tenir la main dans la rue, ou même, vous voyez, c'est quelque chose. Ça ne me réjouit pas particulièrement, je m'en fiche, hein, ce n'est pas une question qui est hyper importante pour moi, mais c'est un fait. Le peuple roumain ne veut pas entendre parler de cette histoire et il faut insister sur l'insistance, justement, de Bruxelles sur cette question. Et alors ça me tue parce qu'en plus on est dans une période, voilà, on le sait, il y a le conflit aux portes de la Roumanie, hein, l'Ukraine c'est juste au-dessus, donc on pourrait se dire que les envoyés de Bruxelles feront tout pour que la Roumanie reste en Union européenne, reste voilà, dans le giron occidental. Et c'est plus fort qu'eux. Ils arrivent, ils font une conférence. Il faut toujours qu'ils demandent au gouvernement roumain où on en est au niveau du mariage homosexuel. Voilà. Pourtant, le président, là, qui maintenant est parti, Iohannis, l'a formulé comme ça il y a quelques années. Il a dit le peuple roumain n'est pas prêt. Entendu par là, il ne veut pas. Et donc ça joue énormément depuis la France. Et on pourrait ne pas comprendre depuis la France parce qu'il est certain que la Roumanie a bénéficié économiquement de son entrée dans l'Union européenne. Du point de vue des pays d'Europe de l'Ouest, on peut se demander si ça a servi d'ouvrir l'Europe à autant de pays, mais du point de vue, je peux vous assurer que du point de vue Bulgarie, Roumanie, l'argent, ils l'ont pris. Voilà, ils ont construit un petit peu les routes, et puis il y a une partie de l'argent qui a un peu disparu de Bruxelles. Voilà. Mais la corruption. Absolument, absolument. Il y en a moins qu'avant, mais il y en a toujours, donc c'est pas toujours clair. Mais pour finir sur ce sujet, ils ont une hostilité qui est tellement viscérale au mariage homosexuel qui serait la moitié de la population, la moitié des votants, seraient prêts à quitter l'Union européenne pour ne pas qu'on leur impose cela.
Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous voyez des correspondances entre la France et la Roumanie sur un plan culturel, idéologique? Dans le passé peut-être, mais de moins en moins finalement. De moins en moins parce que bon, évidemment, ça reste un pays européen. Voilà, il y a des églises. Bon, là-bas, c'est plutôt la tendance est plutôt orthodoxe que catholique. Donc il y a une histoire commune. Il y a des liens passés entre la Roumanie et la France. Et je dirais ce qu'il y a de commun, c'est cette culture un peu de la terrasse, ce côté latin, parce que les Roumains forment un peuple de l'Est, mais latin quand même. Donc on n'est pas dépaysé honnêtement. On n'est pas très dépaysé quand on vient en tant que Français. On s'y fait Vous assez n'avez vite. pas envie de revenir? Je vous dis, la seule chose qui me ferait considérer un retour, c'est un changement politique majeur. Et de cette manière, à travers mes créations, j'essaye. Vous avez des dans ce sens-là. enfants, vous êtes attaché à la culture française, c'est étonnant que vous ayez Oui, mais pas envie de... je comprends votre question, mais la culture française, je la porte avec moi. Ouais. Voilà, mais mes enfants viennent souvent voir ma mère, qui est franco-française pour le coup, donc cette culture, on la leur transmet. Les gens s'interrogent beaucoup sur la langue, alors c'est des questions que je peux tout à fait comprendre. En fait, quand vous avez quelqu'un au foyer qui parle français et une compagne qui parle une autre langue, les enfants parlent les deux langues. C'est pas du tout un souci, mais je n'exclus pas. Pour moi, c'est pas un au revoir définitif. Je n'exclus pas de revenir un jour en France. Maintenant, la situation, tout simplement, on compare les niveaux les conditions de vie. Et en tant que nationaliste identitaire, on se sent mieux en Europe de l'Est, évidemment. En tant que nationaliste identitaire, justement, vous vous sentez mieux en Europe de l'Est. Oui. Ça vous inspire quoi quand même la situation actuelle en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas, où justement, malgré tout, les droites, on va dire, nationales montent? Je pense que politiquement, on va avoir de plus en plus de pays qui vont passer à droite. C'est d'ailleurs un espoir politique. Beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être sont favorables à l'effondrement de l'Union européenne ou veulent en tout cas que la France quitte l'Union européenne. C'est une stratégie qui peut exister. Il y en a une autre qui est de faire basculer. Florent Philippot, par exemple. Voilà, bien sûr. Quel regard vous avez sur Florent Philippot, par exemple? Il y a plein de sujets avec lesquels je ne suis pas d'accord avec lui, mais je comprends tout à fait qu'en tant que patriote, on se dise on a besoin de quitter l'Union européenne pour retrouver sa souveraineté. Maintenant, il y a une autre stratégie qui existe, qui consiste à dire, voilà, globalement, les habitants de l'Europe sont satisfaits d'être en Union européenne. Le Brexit n'a pas changé incroyablement les choses en faveur des habitants de la Grande-Bretagne. Donc, que faut-il faire? Essayer de faire basculer l'UE à droite. Donc, par quoi ça passe? Ou de la faire imploser, c'est le Voilà, jeu sur de la Nicolas faire Dupont-Aignan. Voilà. Ces stratégies peuvent d'ailleurs coexister, mais vous savez... Elle est réformable, l'Europe, ou est-ce que vraiment... C'est toute la question. On ne le saura, pour moi, on ne le saura que lorsque la France ou l'Allemagne aura basculé à droite. Aujourd'hui, on a deux pays qui posent problème au sein de l'Europe. Je parle politiquement, je parle pas culturellement, évidemment, je suis toujours français, mais politiquement, on a la France et l'Allemagne, qui restent deux pays qui sont très à gauche dans leur fonctionnement. Et ce sont les pays qui économiquement sont les plus forts du continent européen, si on met de côté l'Angleterre qui est partie. Et tant qu'on n'aura pas un de ces deux pays, voire les deux, ce serait le top, qui bascule à droite, on ne pourra pas savoir justement si cette UE est réformable de l'intérieur. Parce que voilà, ce sont eux qui pèsent. Vous savez, je parlais de la Roumanie il y a quelques minutes. Il est arrivé que... pourquoi la Roumanie a signé le pacte de Marrakech? Tout ça, alors, c'est un pacte qui est non contraignant. Mais enfin, c'est un pacte qui dit que, théoriquement, les pays européens devraient recevoir tant de migrants par an, etc. Parce qu'elle veut toucher les subventions de Bruxelles. Voilà. Et qui fait pression pour que des pays comme la Roumanie signent? Les gouvernements français, nationaux, les gouvernements allemands, les gouvernements des pays qui sont restés à gauche, malheureusement, et qui ont l'argent. Voilà, on va le dire comme ça. Est-ce que, justement, pour revenir un instant à l'élection présidentielle roumaine, justement, comment est-ce que la population locale elle a réagi à l'exclusion de Georgescu, justement? Oui, alors si vous me permettez, je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus, parce que, évidemment, nos spectateurs se sont intéressés à la Roumanie quand on a entendu parler de ce scandale, et avant... on rappelle donc, rappelez ce qui s'est passé. Il y a eu une élection présidentielle, l'année dernière, fin novembre, et il y a eu une grosse surprise. Georgescu était en tête. Et le candidat donc, qui a été exclu et interdit, voilà, on ne lui a pas permis. On va dire de la... comment on pourrait le décrire? Droite nationale, on pourrait dire. C'est pas le seul candidat de droite nationale. Mais le Marine Le Pen, version masculin. Je dirais plus quand même. Je dirais Zemmour. plus. Ouais, on est plus sur du Zemmour. Et sa ligne, c'est une ligne anti-UE, plutôt eurosceptique. Du Viktor Orban, non? Oui, voilà. C'est parfait. Orban, ça lui correspond parfaitement, avec quand même économiquement très libéral. Ça, c'est aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est que la Roumanie revient un peu vers le socialisme, et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui disent on en a marre, on veut que les impôts restent bas en Roumanie. Bon, ça a joué. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que
je vais très vite, hein, c'est quand même schématique, mais les deux partis qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire celui du président de la République et celui donc du Premier ministre, c'était une cohabitation. Il y avait un président, donc Iohannis, qui est de droite libérale, et le Premier ministre était un socialiste. Et ces deux partis-là n'étaient pas présents au deuxième tour. Donc là vraiment, il y a une volonté de changement. Les candidats qui étaient donc au second tour, c'est Georgescu, voilà, celui par qui le scandale arrive, et une autre candidate, Lasconi, si je me souviens bien de son nom, qui est du centre. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, que ça a fait un scandale. Évidemment, les personnes qui étaient au pouvoir, notamment le ministre socialiste, a enragé, parce que pour lui, c'était son tour d'être le président. Et suite à cela, il y a eu une enquête. Voilà. Alors, au départ, c'était des financements douteux. On prétendait que Georgescu avait été financé par la Russie. Finalement, ça n'a pas été prouvé, ça. Donc, clairement, le tribunal a dit on n'a pas trouvé les preuves concrètes. Mais l'argument qui a été donné, c'est qu'il veut sortir de l'OTAN. Et donc, ça met en danger, c'est contre les valeurs de la Roumanie. C'est très clair. Voilà. Donc ça, on peut bien sûr en discuter. Et suite à cela, donc une nouvelle présidentielle sera faite, une nouvelle élection en mai. On a un autre candidat nationaliste qui est Georges Simion, qui va se présenter et qui a des positions similaires, hein, en fait, à Georgescu. D'ailleurs, Georgescu venait de ce parti, hein, du parti de Simion. Mais vous voyez, pour moi, c'est une affaire avant tout nationale. C'est-à-dire que ce sont des gouvernants qui ont voulu rester au pouvoir avec des amitiés qu'on connaît entre le Premier ministre et les... Cette situation, elle pourrait entraîner des débats sur la souveraineté nationale en Roumanie? Bah forcément. D'ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle a rencontré l'ambassadeur français la veille de cette prise de décision. Alors forcément, on se dit... Non, mais clairement, des pays comme la France et l'Allemagne ne veulent pas que la Roumanie quitte l'Union européenne. Je précise d'ailleurs que Georgescu a toujours été flou là-dessus. Il n'a jamais dit « je vais arriver au pouvoir » et le lendemain, on quitte l'UE, on quitte l'OTAN. Il a simplement eu des positions critiques. Voilà. Et ces positions critiques ont été considérées comme, si vous voulez, un danger pour la nation roumaine. Et donc, il a été exclu. Et maintenant, il soutient donc, ce candidat, Simion. Moi, je pense que Simion a toutes les chances d'être au deuxième tour et qu'il pourrait l'emporter. Finalement, avec une ligne assez similaire. Hein. Une ligne, là aussi, à la Orban, avec une... Finalement, vous savez, chercher un peu à être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire un petit peu avec l'UE, mais pas non plus complètement fâché avec le bloc Russie-Chine. Des positions intermédiaires qui... en tout cas, ne sont pas détestés des Roumains. On le voit à travers les votes, effectivement. Ce déclin civilisationnel que vous dénoncez, notamment en France, vous pensez qu'il est inéluctable ou qu'on peut encore l'enrayer? Comme je vous disais précédemment, si je pensais que c'était inéluctable, je ne ferais pas des vidéos... alors les gens pourraient dire... Vous les faites depuis la Roumanie. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne serais même pas motivé à analyser la politique. Enfin, il faudrait un cynisme incroyable. Il faudrait dire on fait des vidéos simplement pour vendre des livres, mais en fait, on n'y croit pas. Non, moi j'y crois. Mais pardon, c'est encore une fois ce que je disais en début d'émission, et avec la petite parenthèse Soral, qui évidemment est franco-suisse, et puis ce qui est normal, si d'aucuns en étaient condamnés, on chercherait évidemment la petite parade pour échapper à la condamnation. Mais vous ne considérez pas que c'est un petit peu parler la notion de courage? J'ai l'impression dans vos propos, elle est importante. Vous ne considérez pas que votre place, elle devrait quand même, compte tenu de vos idées, pardon de vous le dire, même si vous êtes marié, enfin en tout cas en campagne avec une compagne roumaine, votre place, elle ne devrait pas être en France pour défendre vos idées? Oui, je comprends que en fait, moi je pense que c'est une question de symbolique. Oui, voilà. Mais les symboles, ils sont Oui, je sais, mais si j'étais leader politique, probablement ça n'aurait aucun sens, effectivement. Voilà, est-ce qu'on imagine Éric Zemmour faire candidat, faire campagne, depuis, je sais pas, l'Italie? On n'a pas les mêmes statuts, mais après, c'est aussi parce que, je veux dire, mes avis politiques, c'est qu'une partie de mon travail. Je considère faire autant de la métapolitique que de la politique. Et pour moi, un de mes combats, c'est, je le dis clairement, c'est de rendre la jeunesse française identitaire. Voilà. Et quand on comprend ça... Ça veut dire quoi être identitaire? J'y arrive. Réellement. Mais quand on comprend ça de ma carrière, on comprend pourquoi j'ai fait ce choix de l'expatriation. Parce que depuis un pays qui est resté européen, je peux tenir ce propos-là. Je peux vous dire, moi, je peux établir la comparaison. Moi, je peux vous dire que beaucoup de problèmes que vous pensez être des problèmes liés à l'administration française, à la politique, etc., sont simplement liés... Alors, de fait, ce sont des problèmes politiques, mais la conséquence, c'est que vous ne vivez plus comme des Blancs en France. Voilà, il faut mettre les pieds dans le plat. Vous n'avez plus une vie de Blanc. Vous êtes intoxiqué par une sous-culture qui est en fait en partie maghrébine, africaine, tout simplement liée au nombre d'immigrés en provenance de ces pays-là.
Et en fait, ça change Mais complètement qu'est-ce que vous votre répondez vision à du monde. ceux, ils sont nombreux, qui disent aujourd'hui, pardon Daniel Conversano, mais la France, elle est multiraciale, elle est pas seulement blanche. Et la France a toujours été un carrefour ethnique européen. La France n'était pas multiraciale au 19e siècle. Elle avait des colonies. Ces régions étaient à la France. Ce n'était pas la France. C'était comme ça que pensaient les Français à l'époque. Et je crois qu'ils avaient raison voilà, de penser cela. Pour moi, c'est un mensonge historique de faire croire que la France a toujours été un pays multiracial. Quand on pense ça, on suppose qu'en fait, au 18e ou 19e siècle, on se baladait dans la rue, on voyait en fait des milliers de non-européens. C'est absolument faux. Je vous dis, ça a été un carrefour ethnique européen. Enfin, Alexandre Dumas, il n'était pas blanc. Hein. D'accord, il y a eu des exceptions. Mais enfin, c'était à l'époque d'Alexandre Dumas, vous n'auriez pas reconnu Paris. On vous catapulte au Paris d'Alexandre Dumas. Vous ne vous dites même pas que vous êtes à Paris, tellement c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est la puissance de la France, c'est sa force, sa réussite qui a fait que beaucoup d'Européens sont venus en France. Alors c'est toujours l'exemple de Vinci, il y en a mille autres. On prend cet exemple de Vinci finalement qui a été chopé en Italie parce que c'était une vraie valeur ajoutée pour la France. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée en France, plus qu'en Roumanie, historiquement, il y a différentes nationalités qui se sont un peu mélangées en France. C'est ce que les rois, pour dire que les rois finalement sont les premiers à s'être mélangés. Pour vous, l'immigration, c'est pas une richesse, quoi, pour reprendre votre valeur ajoutée, ce que d'ailleurs dénonce aussi Éric Zemmour en majorité. Si vous me permettez d'être plus précis, l'immigration non européenne n'est pas une richesse pour la France. Voilà. Et là, vous comprenez que vous puissiez choquer en disant ça? Oui, je comprends que je puisse choquer, mais... Parce qu'il y a des gens quand même qu'on est très content d'avoir quand même pour faire certaines basses besognes que les gens ne font pas en France. Oui. Parler de, je sais pas, les éboueurs enfin moi je côtoie pas mal en ce moment justement le milieu hospitalier. Oui. Je peux vous dire que j'ai un peu revu ma conception de certaines choses parce que il y a quand même des gens qui sont, enfin c'est même pas, il y a quand même, ça a toujours été, mais là on le voit, des gens qui font des tâches qui sont admirables et franchement que peut-être pas beaucoup de Français. Alors je sais pas, je pose la question. Je ne donne pas mon opinion en disant ça, mais je dis est-ce que finalement à ceux qui disent finalement il y a beaucoup de tâches que les Français ne veulent pas faire. Alors c'est peut-être des gens comme Éric Zemmour, je crois qu'il me disait sur ce plateau que c'était faux. Quelle est votre opinion là-dessus? Je nuancerais. Il y a une part de vérité, mais c'est pas spécifique, c'est pas spécialement les Français. Les Occidentaux ont atteint un niveau d'opulence qui est inédit dans l'histoire. Et il y a beaucoup de jeunes qui se mettent, on va le dire comme ça, qui se mettent au chômage volontaire. Ça, c'est vrai. C'est effectivement un phénomène qui existe. Mais vous voyez, là, vous me donnez un argument qui est presque sentimental et que je reçois et que j'accepte. Mais quand on a une vision politique, on fait des généralités. Si la question est de dire aucun Algérien, aucun Subsaharien n'est animé de bonne intention, c'est évidemment faux. Individuellement, vous pouvez avoir des amitiés. C'est bien de le dire, pardon. Non, mais si vous voulez que je le dise, je le dis. Il y a des grands médecins d'origine bien sûr. Mais un médecin est toujours une richesse. Quand on parle d'immigration, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que les stats du travail nous montrent que les premières générations d'immigrés sont en général des générations travailleuses. Et ensuite, ayons une réponse plus politique, voilà, histoire de mettre tout le monde d'accord. Le système social français pousse énormément de jeunes, pas seulement d'ailleurs des non-blancs, mais à ne pas travailler ou à travailler au black. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, les stats nous le montrent, et c'est pareil d'ailleurs dans tous les pays qui ont une économie socialiste, comme au Danemark, c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils ont finalement ils ont réduit l'immigration. Vous allez voir tout de suite où je veux en venir. À partir de la deuxième ou troisième génération d'immigrés, les enfants d'immigrés comprennent que finalement travailler leur apporte pratiquement pas plus que de ne rien faire. Et à partir du moment où ils s'en rendent compte, c'est humain, eh bien ils préfèrent en fait rester au social, comme on dit. Comment vous expliquez ça je viens de vous l'expliquer. Ouais, mais comment vous expliquez finalement pourquoi j'ai envie de dire, si on tenait votre raisonnement, c'est pas lié à l'immigration. Un Français, s'il se met à pas bosser, qui gagne plus aussi. Oui, mais là, on est parti sur autre chose qui est le travail. C'est-à-dire, en gros, vous me dites, il y a besoin d'immigrés pour travailler, parce que les Français font pas assez d'enfants, parce qu'ils veulent pas travailler. Et là, je peux être d'accord avec vous. Moi, si on me dit demain, pardon, mais vous avez bien compris que c'est aussi pour entraîner le débat. J'entends. Si demain, on me dit, écoute, tu vas gagner 2 fois plus sans rien foutre, j'y réfléchirais peut-être aussi. Je suis d'accord. Mais avant de répondre à cette question politique, finalement, qui est une question économique, socialisme ou libéralisme, moi, je pense... C'est le système qu'il faut remettre en cause, c'est pas... Oui, mais alors là... pas eux qui sont responsables. Peut-être pour la première fois de l'émission, on pourrait aussi peut-être un peu critiquer le citoyen français. Parce que le problème du citoyen français, c'est qu'on lui dit le socialisme est en train de tuer la France. Il dit oui, d'accord.
Et donc la conclusion, et d'ailleurs Éric Zemmour en arrive à cette conclusion, c'est que il faut travailler peut-être un peu plus longtemps, que le système de santé va être réformé, qu'en gros il y aura un peu moins de gratuité. Et là tout à coup, les Français, quand on a des partis comme celui d'Éric Zemmour qui tient ses positions, les Français se rabattent vers un vote social en faveur du Rassemblement national. Vous voyez, là, c'est les limites de la démocratie. C'est que les gens veulent le beurre, l'argent du beurre, et puis vous connaissez la suite. Voilà. Maintenant, je voudrais revenir en arrière, parce que finalement, je n'ai pas répondu à votre question. Que les immigrés viennent pour travailler, effectivement, ou pour ne pas travailler, ça ne change pas le fait que les Français, au contact des Orientaux ou des Africains, ne sont pas heureux, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce phénomène qu'on appelle le white flight. Vous voyez ? Le white flight, c'est en gros, c'est le départ des Blancs. C'est quand vous êtes un Français, peu importe votre classe sociale d'ailleurs, à partir du moment où vous vivez entouré de non-blancs, vous avez ce réflexe qui consiste à partir dans des zones où vous êtes davantage entouré de Blancs. Donc on a beau dire, vous savez, on a beau me dire, Daniel, tu es raciste, tu es racialiste, c'est pas bien, oui, mais il faut bien que ces gens viennent travailler, etc. On peut dire ce qu'on veut, le résultat est là. Donc un jour, il faudra trouver une solution qui n'est pas plus d'immigration. Voilà. Il faut absolument arriver à cette conclusion. Et là, c'est le point fort de la France quand même. La France reste un pays productif. C'est un pays encore riche, en tout cas à l'échelle européenne. Donc, qu'est-ce que j'essaye de dire ? En réalité, un politique de droite ou autre, d'ailleurs, peu importe qu'il soit de droite, mais un politique qui veut le bien de la France et des Français pourrait tout à fait choisir son immigration. Et elle pourrait tout à fait dire, il y en a trop, on va réduire au strict minimum pour ces emplois, tel type d'emploi, les chercher en Europe de l'Est. La France pourrait siphonner l'Europe de l'Est tellement elle est attractive par rapport au salaire qu'il y a là-bas, ou certaines régions d'Asie où on sait que les populations n'ont pas ce comportement criminogène, voilà, à tendance criminogène, où il n'y a tout simplement pas le facteur islam. Voilà, c'est une décision politique, ça. Est-ce que c'est pas ça ? Voilà, je vous emmène vers ça. Ouais. Est-ce que finalement, derrière ce combat que vous avez entre idéologique contre l'immigration, est-ce que c'est pas l'islam que vous visez en priorité ? Pas uniquement, mais en priorité, parce que je pense qu'il y a vraiment enfin, quand même, il n'y a pas besoin d'être idéologue ou d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'il y a des différences très importantes idéologiques entre la vision du monde islamique et la vision démocratique actuelle du monde occidental. Enfin, je veux dire, prenons cet exemple qui est très connu, que celui des femmes. Je veux dire, même les Français de droite les plus conservateurs que je connais, que je connaisse autour de moi. Au voile ? Non, mais je veux dire, non seulement ils sont opposés au voile, mais je veux dire, le comportement de leurs femmes dans la société moderne est un comportement libéré. Voilà, les femmes s'habillent comme elles veulent, elles ont droit au chapitre, tout simplement. Cette vision-là dans l'islam est minoritaire. Donc, comment faire cohabiter dans un même pays, en fait, 15 millions de personnes qui pensent que les femmes ne devraient même pas voter, que la démocratie, en fait, est en dessous des lois coraniques, et en même temps des Occidentaux. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est même pas un débat. Enfin, le débat ne devrait même pas avoir lieu. Il est évident que les proportions le nombre d'immigrés qu'on a fait venir en provenance de pays musulmans est délirant. C'est délirant. Tout le monde s'en rend compte. En fait, c'est simple. Dans tous les pays, il y a deux opinions. Soit on considère que tous les blancs sont racistes, alors uniquement les blancs, pas du tout les autres peuples. Soit en fait, on en arrive à cette conclusion. Dans tous les pays qui ont fait le choix d'une immigration musulmane massive, sont en train d'en revenir, et dans tous ces pays, la droite est en train de monter. C'est tout. L'Allemagne, la France, la Hollande, les Pays-Bas, voilà, peut-être demain la Belgique. Vous voyez, c'est l'horizon, ça finira toujours comme ça. La Belgique, c'est intéressant, parce que justement, en effet, la situation paraît parfois compliquée. Oui, mais c'est vrai, politiquement, c'est un pays qui danse un peu sur un pied, on ne sait pas trop où ça va aller. Et même en Grande-Bretagne, beaucoup de gens qui aussi commencent à s'inquiéter, penser que c'est légitime. L'an dernier, il y a quasiment eu une guerre civile. Il y a eu le début d'une guerre civile quasiment en Grande-Bretagne, suite à un meurtre commis par un Africain, il n'y a pas d'autre façon de le dire, sur des enfants anglais. Et bien, une partie de la population s'est rebellée et ça a chauffé avec la police. Donc on voit bien finalement que, en tout cas pour la question identitaire, le problème n'est pas tellement être ou pas dans l'Union européenne. Mais des gens vont dire, vous faites des généralités, parce qu'il y a aussi des meurtres qui sont commis par des gens autres que... Tout à fait, mais j'assume, la politique c'est faire des généralités. Vous savez, immigrés. Je crois que vous et moi, nous sommes blancs, et les gens ne se privent pas de faire des généralités sur les blancs, en disant que les blancs ont un comportement dominateur dans le passé, se croient au-dessus des autres,
sont plus tatillons que d'autres personnes. Enfin, on les accepte, on accepte très bien ces généralités. Si sans généralité, on ne pourrait pas faire de blagues, on ne pourrait pas faire de blagues sur les blondes, on ne pourrait pas faire de blagues sur les juifs, on ne pourrait faire de blagues sur rien. Vous voyez, la généralité n'est pas un crime. Et je crois vraiment que c'est parce qu'on n'en a pas fait assez que la France aujourd'hui va à volo. J'en suis absolument persuadé. D'ailleurs, un exemple très simple. On disait, je me souviens encore que quand j'étais jeune, on faisait passer, on va dire, un électeur du Front National à la télé, on tournait le micro. Évidemment, hein, ils prennent toujours quelqu'un de la campagne qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui s'exprime mal. Et on lui disait, mais est-ce que vous êtes raciste? Alors il disait non. Et puis après, il dit non, je ne suis pas raciste, mais c'est une question de nombre quand même. Et puis on se moquait un peu de cette chose-là, en disant, ah bah oui, il n'est pas raciste, il veut juste qu'il n'y ait pas beaucoup d'immigration. Vous savez, il y a même des gens qui toute leur vie ont été à gauche, notamment dans le milieu artistique que je connais un peu, qui maintenant commencent à se poser des questions et qui me disent, Daniel, je ne supporte pas de vivre à Paris. Je ne veux plus vivre en Afrique. C'est ce qu'ils me disent, je ne veux plus vivre en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez dire face à ça? Là, on dépasse le cadre politique. Les gens veulent que ça change et ça finira par changer parce que simplement ce système n'est pas viable.